Merci beaucoup. Je voudrais remercier en particulier notre ami ou mon ami Candidon qui a eu le courage de ce qu'il fallait bien que quelqu'un fasse, c'est-à-dire nous place aux limites même où nous impose d'être la situation actuelle, c'est-à-dire sur la ligne fine qui sépare la pensée de la folie, l'être du non-être, la vie de la mort, le pouvoir de la médecine psychiatrique. Nous sommes en effet, il faut nous placer à ce niveau-là d'inquiétude, de doute sur nous-mêmes, sur notre pensée, pour pouvoir avoir le courage d'aborder des zones limites où d'habitude nous n'osons pas aller parce que nous avons peur d'y rencontrer des animaux sauvages et de nous faire tuer. Et cette audace que vient d'avoir Candidon, qui peut-être a plus de facilité en ce moment de par le caractère extrême et par moments même délirant de la situation de son pays que nous sommes beaucoup à aimer. Je voudrais aussi me rapprocher d'Edgar, qui reste dans l'ordre de la pensée que j'oserais presque appeler ordinaire, c'est-à-dire qui essaye de construire à l'intérieur d'une situation plus qu'anormale un mode de pensée normal. De quoi s'agit-il? Parlons simple et clair. Quand on dit globalisation, j'aime bien cette manière dont Candidon vient de dire que ce mot l'agace parce qu'il est trop court, il est trop faible, et qu'il en voudrait un qui soit plus dramatique. Il a bien raison. Il a bien raison parce que le mot globalisation a été tellement employé qu'on lui a presque enlevé ce qu'il avait de dramatique. Or, ce qu'il avait de dramatique, c'est ce qui nous atteint le plus profondément et ce qui nous a atteint dans notre vie même le plus profondément, qui est ce mot qu'on n'ose plus prononcer, pour des raisons que je crois connaître un peu, mais qui sont quand même des raisons insuffisantes, le mot de totalitarisme. Car enfin, globalisation, totalitaire, ça veut bien dire, est-ce que nous courons le risque que tout ce que nous pensons, avons, faisons, soit placé dans les mêmes mains du pouvoir, d'un pouvoir total, qui puisse tout détruire. On a évoqué tout à l'heure, et j'y pensais en ayant lu il n'y a pas longtemps, un livre ravissant et qui vous fait peur sur l'exclusion des espèces, y compris sur les risques qu'a connus l'espèce humaine d'être en extinction, ce qui est arrivé plusieurs fois. Eh bien, nous sommes en risque d'extinction, de perte de sens, de perte de vie, de perte de liberté, de tout ce qu'on voudra. Et cela ne nous impose pas
perdre notre sang-froid, mais cela nous appelle, je pense, et c'est amusant ces jeux de mots qu'a employé Cândido Mendes, parce que ça tombe, à mon avis, tout à fait juste. Je veux dire ceci. Le problème, il est simple. Nous pouvons admettre, par une longue expérience, et presque par le bon sens, nous pouvons admettre que plus la taille des organismes sociaux, plus la puissance de leurs interventions, plus la violence de leurs chocs augmente, et plus nous risquons de sombrer d'un coup dans une catastrophe. C'est ça qu'a voulu dire, avec une force perdue maintenant, mais qui a duré quand même longtemps, ce mot de totalitaire. C'est-à-dire que, à mesure que les pouvoirs augmentent, les pouvoirs d'intervention, les vitesses de communication, tout ce que l'on voudra augmente, il y a un risque de catastrophe absolue. J'ai presque envie de dire d'un seul coup. Sentiment qui n'est pas irréaliste, puisque nous l'avons eu au moins à un moment dans notre vie, au moment où des armes nucléaires ont été employées en pleine zone urbaine au Japon. Donc là, l'idée de destruction absolue, je veux dire ceci, lorsque la destruction absolue devient effectivement possible, nous avons besoin de réfléchir plus profondément sur un nouveau principe, plus profond, plus absolu, de création absolue. Je voudrais seulement vous proposer une idée apparemment très simple, mais qui a été assez souvent utilisée de manière utile. Contre ce danger de la masse, de l'absolu, de la catastrophe, du totalitarisme, employez tous les mots que vous voudrez, comment avons-nous répondu par la pensée et par l'action en général? Nous avons répondu, je dirais tous, en tout cas pendant des centaines et des centaines d'années dans des dizaines et des dizaines de pays, nous avons répondu toujours comme nos parents nous disaient de le faire et nos maîtres d'école aussi, en séparant les choses, en fragmentant les dangers, en fractionnant les stratégies. Et c'est cela qu'il faut faire aujourd'hui. Permettez-moi de dire plus concrètement cette idée avec laquelle nous vivons depuis très longtemps, la séparation des pouvoirs. Pour prendre l'exemple qui nous vient d'un de nos voisins immédiats et dont les idées ont fait un bon chemin. Nous avons appris, et ça, dans mon pays, ça porte un nom que ça ne porte en général pas ailleurs, et pour ça, peut-être, j'aime bien ce mot qui n'a pas bonne réputation, ça s'appelle la laïcité. C'est-à-dire de séparer des ordres de problèmes. Pas seulement le religieux et le politique, c'est très bien, mais aussi l'économique et le politique, mais aussi l'économique et le religieux. Enfin, si vous séparez des grandes sources de catastrophes ou de réussite, vous libérez probablement
le rêve absolu de la richesse totale, d'un seul coup, le développement en 5 minutes. Mais vous risquez aussi, vous donnez des chances de limiter les catastrophes, de ne pas tout perdre à la fois, votre âme, votre corps, votre esprit, etc. Nous avons donc remplacé l'état absolu, ce que autrefois on appelait quelquefois les monarchies orientales, on en retrouve quelques-unes ici ou là. Nous avons remplacé ça par une séparation des pouvoirs, par la notion d'institution, et en appliquant des méthodes de gestion différentes à chacun des ordres. L'ordre économique, l'ordre politique, l'ordre spirituel et tout ce que vous voudrez dire. Et puis, nous nous sommes aperçus, c'était le début de ce que nous avons appelé les temps modernes, que ce n'était pas suffisant, cette séparation des institutions que les Romains avaient su très bien pousser jusqu'au bout, et même déjà avant eux, les Grecs et même déjà avant eux un peu Homère. Et nous avons découvert qu'il fallait, entre les institutions, mettre des intermédiaires, des coussins, que nous avons appelés des acteurs. Des acteurs qui sont capables d'empêcher les conflits, de maintenir des distances. Je ne veux pas que la politique soit dominée par l'économie, alors je crée une politique représentative. Ça s'appelle la démocratie. Enfin, ce n'est pas une idée banale. C'est-à-dire, ce n'est pas la politique, la démocratie. C'est ce qui va maintenir des politiques entre la politique et la religion, l'économie, pourquoi pas la sexualité, pourquoi pas la conquête et l'invasion, enfin des tas de choses. Et tout ça, ça nous a fait vivre pendant 300 ans. Et maintenant, si on accepte de prendre ce ton que je viens d'emprunter un peu à Candido, que j'écoute toujours avec beaucoup d'attention, je dirais que nous devons nous poser la question, face à ces risques que nous avons déjà vécus, de risques totalitaires, ce n'est pas des risques pour l'avenir, on l'a vécu plusieurs fois, en plusieurs lieux du globe, et de manière extrême. En face de ce danger qui ne peut qu'augmenter, qui se présente à nous, qui a failli se présenter à nous comme en 1929, en 2007-2008, il s'en est fallu de pas beaucoup, on est resté un cran au-dessous, mais la prochaine fois, ça peut être un cran au-dessus. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous avons des institutions et nous avons des acteurs. Et on a même des gens, pas très nombreux, mais qui les étudient. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? La question est vraiment sérieuse. Ce n'est pas des tanks plus gros, des drones plus petits. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et je pense que, je ne sais pas si c'est ça qu'il avait dans la tête, mais quand Candido a dit « je préférais qu'on parle de planétarisation plutôt que de globalisation », moi j'interprète ça comme il faut reconnaître l'autonomie, c'est-à-dire il faut reconnaître les droits de choses qui ne sont pas des institutions, qui ne sont pas des acteurs, qui sont des réalités non humaines et sociales. Il faut que le comportement social des collectivités humaines prenne en compte
des droits qui ne sont ni humains ni sociaux. Je vais en citer parmi ceux que nous sentons passer près de nous dans n'importe quel lieu. Je dirais d'abord, parce que à tout seigneur, tout honneur, si je puis dire, ce retour que nous vivons, qui nous embarrasse beaucoup. Et Edgar est de ceux fort peu nombreux qui ont été les premiers à réfléchir très sérieusement sur ça qu'on appelle la nature. Et cette pensée qu'on appelle, on ne sait pas trop pourquoi, l'écologie, parce qu'il s'agit en fait d'autre chose. Mais quand même, nous devons faire appel aux droits de la nature pour nous protéger contre les catastrophes absolues qui nous menacent, et qui menaceraient et qui détruiraient la nature en même temps que nous, évidemment. On pourrait dire, pour aller vite, j'ai encore 2 minutes, on pourrait dire, on aurait dit autrefois, on aurait dit probablement autrefois la sexualité. Celui qui nous a dit ça, le premier, est son élève le plus connu, je veux dire Nietzsche et son élève Freud. Le lien est bien connu. On dit ça avec une force considérable et qui a bouleversé nos conceptions aussi bien de la famille que de l'éducation, que de beaucoup d'institutions. Je voudrais ajouter ces deux choses-là, où je ne dirais pas la sexualité aujourd'hui, je préférerais dire le corps, parce que c'est plus vaste. Mais qu'une fois qu'on a dit la nature et le corps, et ils ont quelque chose à voir l'un avec l'autre, je crois qu'il n'y a plus qu'un mot à ajouter, c'est-à-dire considérer l'être humain, non pas comme un être social ou comme un être culturel, ou même comme un être politique, mais le considérer comme, je vais ici, j'évoquais totalitarisme, je vais reprendre une formule de l'auteur du mot totalitarisme, car elle a dit, vous vous en souvenez, l'espèce humaine est la seule qui a le droit d'avoir des droits. Moi, je dis ça autrement, mais pas très différemment. Les droits humains fondamentaux doivent être au-dessus de tout, y compris des lois. Ce qui veut dire exactement la même chose. Ce que je dis n'est d'ailleurs pas bizarre, puisque c'est ce que nous avons fait déjà dans un certain nombre de pays. La France en est un qui a mis dans le préambule de sa constitution, et non pas de ses codes de loi, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est le cas aussi de la Déclaration d'indépendance dans la Constitution américaine, et il y a beaucoup d'exemples comme cela qui méritent le plus grand des respects. Je dirais donc que nous pouvons essayer quelque chose de très calme et de très concret que je m'efforce de dire pour terminer, c'est que nous avons besoin d'aller au-delà de l'humain pour sauver l'humain. Nous ne pouvons pas simplement dire mobilisons ce que nous savons faire, nos techniques, nos canons, nos calculs, etc. Il faut que, oui, nous séparions
l'économique, du politique, du religieux. Oui, il faut qu'il y ait des acteurs qui aient assez de liberté pour pouvoir séparer les institutions en conflit, etc. Mais il faut aussi, pour prendre ce mot qui est magnifique et que maintenant on emploie tous les jours, 100 fois par jour, il faut aussi que nous respections notre environnement. C'est-à-dire que nous ayons des murailles qui nous protègent à longue distance et pas seulement quelques petits murets cachés dans le cœur des villes. Et je pense que c'est cela qui est cette vision qui va au-delà du global et qui fait que nous essayons de prendre notre planète sous tous ses aspects humains, sociaux, politiques, culturels, religieux, etc. Et que nous ne pourrons, qui ne sera ce dont nous pourrons nous servir, qui ne pourra nous sauver que si nous allons jusqu'au bout de notre orgueil, c'est-à-dire de nous affirmer comme étant les créateurs et donc les défenseurs en droit de nous-mêmes et de notre environnement. Autrement dit, quand nous pourrons faire ce que Nietzsche nous demandait de faire, c'est-à-dire de tuer Dieu. Merci. Tuer Dieu.